Bonjour à tous et bienvenue dans cette première émission de l'année des experts. Une année qui a commencé par une polémique sur le salaire de certains hauts fonctionnaires et puis sur les faux départs à répétition du procès des attentats de Bruxelles. Ces éléments d'actualité et bien d'autres, on en parle dans cette émission avec deux journalistes à mes côtés. Vanessa Lullier de BX1, bonjour. Bonjour. Et Nicolas Dedecker du VIF. Mais bonjour Stéphanie. Eh bien bonjour tous les deux. On va démarrer tout de suite avec ce fait divers, un fait divers qui a pris de l'ampleur par les questions qu'il pose quant à la sécurité sur le site de l'ULB. Un viol violent a eu lieu en effet. On va écouter la présidente de la FEF qui était au micro d'Arnaud Bruckner. Ce qu'il faut faire, c'est déjà mettre des mesures en place, des mesures ambitieuses avec des moyens derrière. Et donc, on demande plus de prévention. La prévention, ça passe par le réaménagement des lieux, plus d'éclairage, mais aussi un cadre légal pour pouvoir punir, sanctionner en fait les auteurs de ces crimes et beaucoup d'accompagnement pour pouvoir soutenir les victimes dans les agressions. Voilà, ce viol aux abords de l'ULB a suscité pas mal d'émoi sur le site. Vanessa Lullier, vous connaissez bien cet endroit-là. Vous avez été étudiante là-bas ? Oui, j'ai été étudiante moi, alors, sur le campus du Solbosch, d'un côté journalisme. Et la Plaine, c'est vrai que c'était plutôt l'endroit de sortie avec la fameuse GEFC. Mais quand il fallait aller à la Plaine, moi, c'est un endroit que j'aime pas trop. En fait, je me suis jamais sentie super à l'aise à la Plaine parce que voilà, c'est vallonné, il y a des petits recoins, on peut toujours tomber sur quelqu'un. Et c'est vrai que là, on le voit notamment dans l'interview qu'on vient de diffuser. Je pense que sans l'éclairage de la caméra, il n'y aurait pas beaucoup d'éclairage en fait. Tout est dans la pénombre et c'est une problématique. Le fait aussi que visiblement il n'y a pas assez de caméras ou en tout cas l'auteur de ce viol avait repéré où étaient les caméras et donc rien n'a été filmé. Enfin, tout ça, c'est quand même un peu interpellant et ça fait des années que ça dure parce que je ne suis pas sortie l'année dernière de l'ULB. Et ça a peu évolué. C'est extrêmement révélateur ce que dit Vanessa. On en parlait juste avant l'émission, d'ailleurs, on peut le dire aux téléspectateurs. C'est que j'étais à peu près, pas l'année dernière non plus, mais à peu près sans doute à la même époque à l'ULB. Et moi, garçon, c'était l'endroit où j'adorais aller avec mes copains, et pas copines, boire des verres, s'asseoir à un coin dans l'herbe ou au bord d'un buisson, au bord d'un arbre, etc. Et en effet, ça démontre à quel point il est important que les personnes dominées s'expriment et l'expérience des personnes qui sont victimes ou qui sont susceptibles d'être des victimes est nécessairement doit être prise en compte. Parce que moi, si on me disait quel est le plus beau coin autour de l'ULB, spontanément, dans mon air tranquille de garçon, je dirais la Plaine, c'est vraiment super. Et en réalité, c'est vrai que quand on est tout seul, quand on est une femme, c'est pas l'endroit le plus agréable où marcher le soir. On le voit d'ailleurs dans la jeune étudiante qui est interviewée, elle est devant la Plaine, on voit rien derrière. C'est tout sombre, et donc c'est en effet très dangereux. Sur le fond de l'affaire, je voudrais quand même juste dire un truc, je suis impatient d'entendre les invités là-dessus, mais c'est souvent le cas quand il y a des faits divers, c'est souvent le cas d'ailleurs quand ils sont spécialement sordides, comme c'est le cas ici, c'est que chacun essaye de trouver la tranche de l'événement qui arrange son récit politique. Et on a beaucoup entendu parce que le coupable, le violeur, l'agresseur sortait de prison, que c'était une conséquence d'un certain laxisme. Et moi je réponds toujours aux personnes qui découpent un fait divers autour de ça, qui sortent cet argument du laxisme prétendu de notre système judiciaire et policier, que d'une part, en Belgique, les prisons sont pleines, elles sont bourrées, il y a trop de gens dans les prisons. Alors ça, normalement, ce n'est pas le résultat de politiques carcérales et judiciaires laxistes, je pense. Et l'autre tragique constat qu'on doit faire, et ce qu'on doit répondre à ça, c'est est-ce que la personne qui a violé n'aurait pas violé s'il était resté plus longtemps en prison ? Moi, je pense tout de même que oui. Ouais, donc ça, c'est une autre problématique, celle liée à ce fait divers en particulier, sur la sécurisation de l'espace public. Je vous propose d'accueillir nos deux invités politiques, Sophie Rohoni et Christos Doulkeridis. Voilà, bienvenue à tous les deux. Sophie Rohoni, députée fédérale DEFI, Christos Doulkeridis, bourgmestre d'Ixelles. Bonjour. On va se tourner vers vous directement par rapport à cette affaire-là. La ministre Glatini avait invité une réunion. Est-ce que cette réunion a déjà eu lieu par rapport à cette sécurité dans l'espace public ? Elle aura lieu lundi. Elle aura lieu lundi après-midi. C'est quoi l'enjeu pour vous ?
Enfin, on n'a pas attendu la réunion, évidemment. Donc, l'enjeu, on en parle de ces problèmes de violence sexuelle dans ces quartiers, autour des bars, du côté de l'université, depuis plus d'1 an maintenant, et grâce à une mobilisation très importante des jeunes femmes qui se sont dit à un moment donné, voilà, ça suffit, on en parle depuis combien de temps, et on voudrait bien qu'on prenne à tous les niveaux la mesure de cette problématique-là. Avec le fameux balance ton bar. Avec le balance ton bar, moi j'ai pris l'initiative de commander un diagnostic sur la perception par les femmes de ce vécu, et les résultats sont affolants, c'est-à-dire il y a plusieurs critères et plusieurs curseurs, mais j'en prendrai qu'un. Plus de 90% des femmes qui sortent disent qu'elles doivent se préparer physiquement pour pouvoir sortir et se sentir en sécurité. C'est pas normal du tout. Je connais pas de mecs, je connais pas d'hommes qui autour de moi vraiment se disent et réfléchissent à comment est-ce qu'il va s'habiller, qui il va prévenir, si jamais il y a un problème pour pouvoir, voilà. Et donc c'est totalement alarmant et ça nécessite donc une action très transversale. Ça nécessite le fait que s'il y a un problème, qu'on soit pris au sérieux par la police. On y a travaillé beaucoup et je pense qu'aujourd'hui il y a vraiment des avancées très importantes. Il n'y a plus aucune personne, je pense, qui doit hésiter à aller porter plainte, et c'est très important de le faire. Je crois que l'accueil est vraiment, aujourd'hui, avec une sensibilisation beaucoup plus importante. On a fait des formations par rapport à ça. Ce ne sera jamais banalisé si quelqu'un vient dans un Voilà, il n'y a pas de commissariat. banalisation possible, et si c'est le cas, vraiment, il faut nous contacter, mais je pense que on a vraiment pris les mesures par rapport à ça. Il faut une action de sensibilisation avec les bars, les lieux de sortie. On essaie de travailler avec l'Eureka. Je me réjouis qu'il y ait un des cafés qui avait été stigmatisé à juste titre pendant un moment, qui est complètement fermé maintenant, et les nouveaux propriétaires se disent vouloir lancer une dynamique nouvelle. Et je vais profiter de cette dynamique pour essayer d'inclure un maximum d'acteurs du terrain, parce que je regrette personnellement qu'il y ait peu de responsables de bars qui soient venus vers nous pour nous dire, voilà, on est conscient du problème et maintenant on a envie de travailler. Les fédérations travaillent positivement. Fédération RECA, la fédération du secteur de la nuit, et heureusement, eux sont sensibilisés. Après, il faut faire un travail vraiment avec tous les acteurs qui sont concernés. On travaille beaucoup avec les universités. Il y a avec la STIB, parce que c'est aussi les déplacements qui peuvent être problématiques. Et puis, il y a l'espace public. L'espace public, et vous en avez parlé, la question de l'éclairage, la question de la sécurité qu'on peut ressentir, c'est un travail qui, malheureusement, pour pouvoir avancer, prend beaucoup plus de temps. Mais il faut prendre ce temps-là, et il faut le travailler de manière structurelle. Et puis, il y a la justice. La justice, ça nous échappe complètement. Elle a son propre rythme, elle a ses propres règles. On a eu plusieurs réunions avec le parquet pour aussi les sensibiliser sur le fait qu'il y ait un suivi systématique. Je pense qu'il y a ce travail qui est fait. Maintenant, voilà, c'est malgré le fait que tout le monde semble aujourd'hui un tout petit peu aligné pour avancer, on ne peut pas échapper, on n'échappe visiblement pas à des cas concrets. Heureusement, on a attrapé la personne. Donc, il y a eu plusieurs fois, heureusement, ces dernières fois, quand il y a eu des actes de violence de cet ordre-là, aussi un travail de la recherche et de la police qui est parvenu très rapidement à mettre la main et donc à faire en sorte que la justice puisse intervenir. Sur le suivi des peines et comment est-ce que l'instruction et quels sont les moyens qui sont mis en œuvre pour pouvoir aller et faire un travail aussi cohérent par rapport à ça, ça par contre, ça nous échappe en tant que politique. Sophie Raoni, des représentants des jeunes disent on sanctionne trop peu, justement, au niveau. Donc les règles législatives sont trop faibles par rapport à tout ce qui est viol et atteinte comme ça à l'intégrité. Qu'est-ce que vous répondez ? Je peux le comprendre, mais je pense qu'une bonne sanction, c'est une sanction qui soit intelligente et qui soit adaptée aux faits et à l'auteur. Mais avant toute chose, si vous me le permettez, j'aimerais d'abord vraiment adresser tout mon soutien à la victime et à ses proches. Je pense que c'est important aussi dans leur cheminement de reconstruction. Et aussi dire qu'effectivement, le campus de la Plaine, c'est un campus que je connais très bien, puisque j'y ai étudié, j'y ai fait la fête, j'y ai travaillé aussi. Et jamais, même si c'est vrai qu'on peut parler d'un sentiment d'insécurité à ce niveau-là, jamais je n'aurais imaginé qu'il serait le théâtre d'un tel drame. Et je trouve ça assez dramatique, justement, de se dire que un lieu comme un campus universitaire, qui par définition doit être un lieu de fête, un lieu d'études, un lieu finalement où l'on construit son avenir, on construit son futur, soit finalement un lieu où certaines jeunes filles sont des survivantes. C'est juste insupportable. C'est un lieu de vie, pas un lieu de survie. Et donc, clairement, je pense que l'interview de la représentante de la FEF
a très bien mis le doigt sur les 2 axes sur lesquels on doit travailler, parce qu'effectivement, il y a une réponse transversale qui doit pouvoir être donnée. Tout d'abord, par rapport à la sécurisation des lieux de sortie et des campus universitaires a fortiori, on a beaucoup parlé de l'éclairage, mais je ne pense pas que ce soit avec un lampadaire en plus, ceci et là, qu'on va régler le problème. Je pense que c'est beaucoup plus global. On doit travailler à une meilleure renforcement de la présence des gardiennages, à un service qui soit accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a aussi, par exemple, sur le campus de l'Alma à Saint-Luc, sur la commune de Woluwe-Saint-Lambert, il y a une présence policière, en tout cas un point de police qui est accessible tout le temps. Donc je pense qu'il y a encore des choses qui peuvent être mises en place, même si je ne dis pas que l'on part de rien, que du contraire. Et puis, il y a l'autre volet, qui me semble tout aussi fondamental, c'est le suivi des personnes qui ont déjà été incarcérés pour des faits de grande violence. En l'occurrence, c'est le cas de l'auteur présumé des faits qui nous occupent. Donc, c'était effectivement une personne qui, avec un pied de biche, a fini par tuer une autre personne. Il a été libéré après 15 mois de prison. Peu importe la durée de l'incarcération, parce que finalement, aujourd'hui, c'est le ministre de la Justice qui se réfugie derrière cette courte incarcération, disons c'est une courte peine et par conséquent, on ne pouvait pas assurer son suivi. Non, je pense que c'est dédouaner de sa responsabilité. Peu importe la durée de la peine, on doit veiller à ce que, lorsque la personne sort de prison, elle ne soit plus dangereuse, elle ne soit plus à même de commettre l'irréparable comme elle l'a fait à nouveau. Et donc aujourd'hui, le gouvernement fédéral travaille un nouveau code pénal, un nouveau code de la procédure pénale, etc., pour justement veiller à un meilleur suivi des personnes. Moi, j'aimerais que ces codes-là soient accompagnés des moyens humains et matériels pour qu'ils puissent être correctement appliqués dans la pratique et que finalement, on ne donne pas un faux sentiment de sécurité aux personnes. Est-ce que l'ULB doit intervenir plus activement là-dedans, Vanessa Lhuillier ? Oui, je pense que de toute façon, ça c'est assez évident. Enfin, j'entends bien ce que vous dites par rapport à, voilà, vous connaissez bien le campus de la Plaine, mais pour celui du Solbosch, sur lequel moi j'ai étudié, il y a quand même des endroits où simplement dans les aménagements, même sur le Solbosch, c'est quand même pas non plus quelque chose de très sécurisant. Ces petites ruelles, les petits recoins, tout ce genre de choses. Et en fait, simplement déjà refaire, il y a certaines ASBL, on peut citer Garance, qui font ces marches exploratoires pour l'aménagement de l'espace public. Pourquoi ne pas faire venir Garance, l'ULB organise ça et voir aussi avec les femmes, voilà, en fait, c'est quoi votre chemin ? Par où vous passez ? Pourquoi vous passez pas par là ? Ah parce qu'il n'y a pas d'éclairage, parce que c'est une ruelle sombre. Comment on peut faire pour améliorer les choses ? Voilà, il faudrait faire ça déjà. Ce campus, il a plus de 100 ans. Il faut repenser ça. Et pour la Plaine, pour moi, c'est la même chose. Donc là, l'ULB peut quand même être active dedans. Les caméras, c'est bien, mais c'est pas la seule chose, évidemment. Et là, on était quand même à 1h, certes, pendant les vacances, mais il était 20h30. Oui, c'était pas en pleine nuit. Et période de blocus on sortait aussi. Pas de la GEFC avec un taux d'alcoolémie important. Christophe Zulier. Mais en fait, tout est vrai, tout ceci, et en même temps... Et l'ULB ne fait pas non plus en train de regarder les choses sans rien faire. On a, nous, en collaboration avec la police, fait énormément de formations avec le personnel de gardiennage et une augmentation du gardiennage de l'ULB. Donc on fait des formations spécifiques sur ces problèmes de violence sexuelle. La police est vraiment aussi renforcée depuis pas mal de temps maintenant tout le travail qui peut être fait. Cela dit, la question... on en parle ici parce qu'il y a une médiatisation et il fallait le faire et c'est important que ce soit dans le débat public. Malheureusement, il y a beaucoup plus de viols et dans des endroits très différents. Il y a des viols dans des maisons, il y a des viols dans les familles, il y a des viols dans toute une série d'autres endroits. Et se dire qu'on va mettre des caméras et tout ça partout, c'est compliqué, ça ne tient pas la route non plus. Donc, si on ne travaille pas culturellement aussi sur ces enjeux-là, on passe aussi à côté d'une partie de la problématique. Donc, et je rejoins aussi sur les peines de prison. C'est aussi ce que M. Dedecker a dit. À un moment donné, c'est le suivi. Quel est le suivi ? Quels sont les moyens d'approche par rapport à des personnes qui visiblement ont des sérieux problèmes pour les aider à sortir de ces problèmes-là ? On a des compétences, il y a des associations, il y a des professionnels qui peuvent aider ces personnes à ne pas reproduire ce qui a déjà été fait.
aller regarder le nombre de personnes qui reçoivent ce suivi-là. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Enfin, je veux dire, on a parfois des personnes qui sont emprisonnées pendant des années qui n'ont pas vu un seul psychologue parce qu'il n'y a pas assez de moyens et qu'on ne met pas le paquet là-dedans. Or, la récidive, l'accompagnement, enfin, je veux dire, le soutien pour justement éviter de retomber dans les mêmes travers, c'est fondamental. Et on ne le fait pas. Et on peut dire aussi que selon certaines études américaines, en tout cas pour les auteurs d'agressions sexuelles, on les a interrogés une fois qu'ils étaient en prison pour des études psychologiques, tous les auteurs, en fait, n'en étaient pas à leur premier acte. C'était peut-être la première fois qu'ils étaient condamnés, mais tous étaient en fait des multirécidivistes. Et ça, il faut vraiment le prendre aussi en considération. Et donc, et en général, les premières agressions commencent vers l'âge de 12-13 ans. Donc c'est quelque chose à prendre effectivement très tôt, et c'est un acte de domination et non pas une pulsion sexuelle aussi. Je pense que c'est important de le rappeler également. Christos Zoukouridis, encore rapidement là-dessus, quand on fêtait l'anniversaire de Balance ton bas, on disait oui, il y a des actions qui sont prises, mais on a l'impression que c'est tellement lent, que ça prend tellement de temps, nous disaient des acteurs de terrain. Qu'est-ce que vous répondez? Moi, je comprends parfaitement qu'on trouve que ça traîne, c'est-à-dire que ça traîne. On est en 2023 maintenant, on se permet de faire la leçon sur le droit des femmes à plein d'autres pays dans le monde, et on se retrouve avec des situations où on a des villes où une femme n'est pas à l'aise pour sortir. Donc forcément, c'est trop lent. Après, on l'adresse à ceux qui veulent bien travailler. Nous, on a vraiment travaillé sur ces questions-là, et avec la police, et avec les services de la commune, et avec les universités, et avec l'ORECA, pour essayer de faire ce travail. Il faut que tout le monde le fasse. Il n'y a pas un seul acteur dans cette société qui peut se dire, qui peut rester les bras croisés, que c'est le problème des autres. C'est pour ça, quand ça se passe à Ixelles, parce que les universités sont à Ixelles, moi, j'ai aucun problème, je suis au rendez-vous, mais n'ayez pas l'impression que c'est qu'à Ixelles que ça se passe, ce genre de problème-là. Et si on n'y travaille pas de l'autre côté, on va se retrouver avec le même type de problème. Donc, je crois qu'on n'est pas encore, et là je rejoins les personnes, à la juste mesure de la prise en compte de cette problématique-là, dans sa transversalité. C'est évidemment aussi ailleurs qu'à Ixelles que se passe ce genre d'agression sexuelle, mais il y a quand même une spécificité qui n'est pas ixelloise en tant qu'ixelloise, mais qui est liée au fait que cette université, l'ULB, il y a 40 000 étudiants, plus de la moitié sont des étudiantes, ça fait autant de victimes potentielles, qui fait que les prédateurs auront peut-être, éventuellement, tendance à plus se retrouver là qu'ailleurs. C'est pour ça qu'on fait le job et qu'on veut on se pose la question de la réaction de l'ULB en tant qu'institution. Est-ce que les campus sont bien organisés, la sécurité, etc., la prévention. Moi, je voudrais quand même aussi exposer ma fierté de la réaction de l'ULB en tant que communauté. Sur ces questions-là, la communauté étudiante au sens large de l'ULB se mobilise d'une manière qui, moi, je trouve, est à féliciter et dont on peut être fier, puisque moi, je suis moi-même ULBiste. C'est une communauté engagée, par définition, historiquement, et donc elle le prouve à nouveau ici. Voilà qui va clore ce sujet. Je vous propose d'enchaîner avec le procès des attentats de Bruxelles. On l'attendait depuis très longtemps. Alors il y avait déjà eu un report avec l'histoire des box finalement pour les accusés qui n'avaient pas été acceptés. Ça avait fait couler beaucoup d'encre. Alors que dire de la saga ici, des retards à répétition à cause des fouilles à nu des accusés, à cause des conditions de transport. Ces retards se sont accumulés, ont découragé certaines victimes d'assister au procès. Lundi, on parlait pourtant enfin du fond. Regardons ce reportage de Michel Gaillard, Marjorie Félinger et Corinne Debulle. Une plongée au cœur de l'horreur de l'attentat du métro Malbec. Après les secouristes la semaine dernière, place à ceux qui ont sécurisé les lieux et réalisé les premiers relevés dans des conditions particulièrement pénibles. C'était un enchevêtrement de corps et de parties de corps. Des téléphones sonnaient en continu, des proches qui cherchaient à joindre les leurs. J'ai lu des messages du type « Ça va, t'es où ? Je t'en supplie, réponds ». Un témoignage que n'entendront pas certains accusés absents, toujours pour s'opposer aux fouilles à nu qui restent imposées. Les avocats dénoncent les motivations de ces fouilles. Certaines seraient exagérées, voire carrément erronées. D'autant que la justice mène à son tour une action en référé pour que ces fouilles à nu redeviennent systématiques. J'ai de plus en plus l'impression qu'il y a une volonté de torpiller ce procès, sincèrement. On a quand même une accumulation de décisions plus aberrantes les unes que les autres, qui n'ont pour unique conséquence que d'empêcher la tenue normale du procès. Donc à un moment donné...
À l'avenir, un huissier de justice sera présent lors des fouilles mandaté par la défense. Mais pour les victimes, l'essentiel n'est pas là. Pour l'instant, c'est l'instruction qui est en train d'expliquer comment elle a été faite. Et donc je pense que c'est important que ça puisse se poursuivre parce que c'est surtout une explication qui est faite aux jurés. C'est eux qui doivent l'entendre plus que quiconque. Et donc je crois que maintenant on est face aussi à un choix. On voit des accusés qui restent pour écouter ce qui se dit, d'autres qui choisissent de partir. Voilà, ça c'est le choix propre de chaque accusé, à eux de voir s'ils ont envie de jouer un rôle dans ce procès. Un procès qui se poursuit avec tout ce mois les auditions des enquêteurs et le détail de leurs recherches. Voilà, volonté de torpiller le procès, c'est la question que se posait cet avocat. Est-ce qu'il y a une sorte de sabotage, on pourrait croire, Nicolas De Decker, dans ce procès? Je dois dire que je ne le sais pas, parce que je ne sais pas quelles relations entretiennent les différents acteurs et les différentes institutions qui sont aux prises et qui manifestement ont à tout le moins des problèmes de communication. Ceci étant dit, c'est un procès sur des attentats qui se sont déroulés tragiquement, on le sait, à Bruxelles. C'est un procès qui se passe à Bruxelles. Ça se passe pas très bien. Et bien, vous savez, ce qui ne revient jamais, ce qui ne revient pas alors que ça revient en général toujours, c'est sur les affaires bruxelloises, c'est la régionalisation. Et bien ici, c'est la preuve que tout ne foire pas toujours en Belgique à cause de la régionalisation, puisque, on le sait, la justice est encore une institution purement fédérale. Eh bien, c'est peut-être un petit motif de réjouissance sur cette affaire, sachant que au moins, on n'entendra pas les habituelles plaintes sur la Belgique, c'est compliqué, c'est parce que c'est fédéral, que ça ne va pas. Et regardez surtout à Bruxelles, oh là là, il faut qu'ils fusionnent les zones de police, machin. Au moins, on a cette espèce de débat sempiternel sur les institutions, cette maladie bruxelloise et belge de tout ramener à des problèmes institutionnels et spécifiquement du fédéralisme, on en est exonéré. Vanessa. On a quand même eu le petit moment de traduction en néerlandais d'un document qui est arrivé en néerlandais, oui. Mais comme la procédure est en français, il faut le faire. Alors, c'est un peu spécifique à Bruxelles, oui, ça quand même, Nicolas. Mais on a perdu une matinée. Sur ce recours du ministère de la Justice par rapport à l'interdiction des fouilles qui visait à accélérer les choses, Sophie Raoni, est-ce que ça vous étonne? Parce que le ministre ne veut pas parler pour l'instant. Hein. En tout cas, si, je l'ai interpellé à ce sujet ce mercredi, et donc il a confirmé son intention d'aller en appel contre l'ordonnance de la juge des référés, ordonnance qui pourtant ne fait que fixer des balises pour que ce procès se déroule de la manière la plus sereine possible dans le respect des droits de la défense, pas parce qu'on a envie d'être gentil avec les accusés, avec ces terroristes, mais tout simplement parce que si on ne le fait pas, on prend le risque insensé de voir in fine le procès à l'issue de longs mois de travail avec des jurés qui mettent leur vie entre parenthèses, etc. Ce procès annulé, donc cassé par la Cour de cassation ou annulé devant la Cour européenne des droits de l'homme. Soit parce que ces fouilles à nu se sont passées de manière systématique avec des génuflexions qui ne sont pas nécessairement justifiées, soit avec la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable parce qu'à force de voir ces couacs à répétition, eh bien, le procès, en tout cas le verdict ne serait prononcé que très tardivement. Et donc on prend un risque insensé et donc on voit un ministre plutôt que de se conformer à une décision de justice, qui est quand même le b.a.-ba, je pense, pour un ministre de la Justice, il préfère aller à l'encontre de ces décisions. Je trouve ça dramatique parce que cela fait depuis des années, en tout cas depuis 2019, que le gouvernement fédéral travaille à des groupes de travail pour veiller à la bonne organisation de ce procès. On voit que malgré ce long travail, malheureusement, on n'a pas été à même d'éviter ces couacs qui pourraient être fatals. Christos Zoulkeridis. Mais en l'occurrence, je n'ai rien à voir avec ce dossier, donc je peux parler très librement. Je n'ai pas d'informations particulières ou personnelles sur tout ce qui s'y passe. Mais un avis. Non, simplement, je reste prudent. C'est-à-dire que moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que toutes ces questions n'ont pas été réglées en amont? Pourquoi est-ce que, bien avant le début du procès, on ne s'est pas dit, voilà comment est-ce qu'on va traiter les accusés, comment est-ce qu'on va régler ces questions-là, pour qu'il n'y ait plus la controverse pendant le procès. Après, sur les initiatives qui sont prises par le ministre de la Justice ou d'autres, on est dans des domaines où on parle de sécurité. Et la sécurité, ce n'est pas toujours la transparence. La transparence peut être contraire à la sécurité, la transparence totale. Donc on ne connaît pas les informations dont disposent éventuellement les services de sécurité par rapport aux accusés ou par rapport à d'autres, et qui font en sorte que certaines mesures doivent être mises en place ou pas. Alors forcément, ça fait un débat qui est compliqué, parce que on regarde les choses un peu avec l'extérieur et on se dit mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas éventuellement?
Donc peut-être que si on avait anticipé tout ce débat-là, qui était quand même pas prévisible, je crois qu'on aurait gagné en crédibilité, parce que ce qu'on constate là, c'est que on se dit, même ce procès-là, qui est tellement attendu et qui est tellement, pour notre dignité, important, collective, hein, si on le rate, effectivement, c'est pour des raisons comme celle-là, c'est quand même dramatique. Surtout qu'on a eu un modèle, entre guillemets, qui est le procès des attentats de Paris, où on a vu comment ça a fonctionné. Alors on sait que c'est pas exactement la même chose, mais les questions se posaient déjà. Non, mais justement, par rapport au procès de Paris, là, il y a eu, avant que le procès débute, avec les avocats, on a discuté sur les conditions de transfert. Ça a été préparé en amont, c'est ce que disait Christos Zoulkeridis, pourquoi on ne l'a pas fait avant. À Paris, ça a été fait avant. Il y a eu ces discussions avant et on a vu que ça ne posait pas de problème en tout cas. Ici, ils ont été exclus. Les avocats ont été exclus des groupes de travail. Nicolas Il y a toujours évidemment le jeu politique qui consiste à formellement expliquer que ces personnes sont des accusés de faits horribles, hein, qui sont d'ailleurs, pour certaines en tout cas, incontestablement coupables, et on ne devrait pas les traiter avec la considération nécessaire. Hein, et le ministre de la Justice a beau jeu de dire, regardez comme ils sont trop bien traités, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, par cette justice laxiste. Hein, c'est aussi une question de positionnement politique. Et ce procès qui devrait être, comme le disait le bourgmestre d'Ixelles, un moment de catharsis, somme toute, devient aussi un enjeu politique. Et l'occasion est donnée à un ministre, en l'occurrence Vincent Van Quickenborne, de faire le dur, quoi. Il y a ça. On en vient à une autre affaire qui a suscité beaucoup de réactions tout au long de la semaine. C'est ce qu'on a appelé le Win for Life. Alors le soir, titré vendredi dernier, on va voir l'article « Un Win for Life pour les hauts fonctionnaires difficile à justifier », où il apparaît qu'après 10 ans de mandat, 2 personnes qui bénéficient de leur salaire, même si ce fameux mandat est terminé. On leur a créé des postes sur mesure pour ne pas les payer à rien faire. Alors évidemment, tout le monde tire à vue dans cette histoire. Il y a eu des passes d'armes au niveau politique un peu dans tous les sens. On a parlé d'un arrêté de 2014 sous le gouvernement Vervoort Ier, pris par le secrétaire d'État Groen, Bruno Delille. Puis il y a une contre-attaque du chef de groupe des Verts, John Pisset, qui dit non, ça remonte à 2002. Là, on était dans le gouvernement libéral de François-Xavier de Donéa, où il y avait le PRL, donc le MR, où il y avait le FDF, donc des filles, où il y avait les socialistes, côté francophone, plus les partis néerlandophones. Compliqué tout ça, il ressort un arrêté qui montre, et on va voir le texte, que les fameux agents donc voient leur mandat qui prend fin après une période de mandat de même rang de 10 ans, c'est un peu de langage juridique, qui conservent ce bénéfice de l'échelle barémique dont ils bénéficient à la fin de leur mandat. Ça date bien de 2002, on a sorti tout ça. Alors, au-delà de à qui la faute, on se pose surtout la question comment c'est possible que des gens qui ont plus de 120 000 euros bruts de revenus puissent garder cela à la fin de leur mandat. Nicolas de Decker. Mais d'abord, je vais prendre une posture un petit peu stylo-politiquement correcte, mais je trouve cette expression « win for life » particulièrement putassière, je veux dire. Parce que ça s'arrête à la pension. D'abord, ça s'arrête à la pension. Par ailleurs, les personnes qui ont eu un mandat de 10 ans dans n'importe quelle institution d'ailleurs, privée ou publique, conservent leur ancienneté, hein, en général quand elles gardent leur emploi. Et donc la différence entre cet éventuel qui concerne d'ailleurs 2 personnes, hein, on n'est pas dans un truc où... la différence entre l'argent que gagneraient ces personnes qui sont éligibles à ce qu'on appelle putassièrement le Win for Life, entre ça et ce qu'elles auraient gagné en étant encore à leur ancien travail pendant 10 ans, elle est moins élevée que ce qu'on a l'air de dire en disant Win for Life, qui est, comme je vous rappelle, comme un jeu de loterie nationale. On gagne plein de pognon, qui gagnent bien leur vie. Il y a des choses à faire, c'est pas bien, mais c'est sincèrement pas le Qatargate ou quoi que ce soit de ce genre. Il faut quand même mettre la juste mesure à ce truc-là. Alors à côté de ça, il y a des choses à faire, oui, mais n'exagérons pas, les amis, quand même dans l'effroi collectif, non ? C'est injustifié pour vous cet effroi collectif ? Vos partis sont pour quand même une révision du système.
Oui, mais justement, je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de dire que peu importe si ce système vient d'un arrêté de 2002 auquel a participé DEFI, a été maintenu en 2014 par un arrêté pris par Écolo, peu importe. Je pense qu'aujourd'hui, il est important de se dire, peu importe le nombre de bénéficiaires de ce système, je pense que c'est important de se dire que l'on doit pouvoir le corriger, absolument. Et donc, c'est effectivement la raison pour laquelle, dès le départ, nos députés DEFI sont sortis en disant qu'il fallait absolument mettre fin à ce système en corrigeant l'arrêté, en se calquant notamment sur ce qui est fait dans les autres entités fédérées, où l'on voit que l'indemnité de réintégration est plafonnée à maximum 1 an. Je pense que c'est beaucoup plus proportionné. Et voilà, je pense qu'il faut aller vers là aussi, à évaluer tous les mandats. C'est pas normal que comme ça, une personne bénéficie d'un traitement à vie indépendamment de comment elle a travaillé. Dans le privé, c'est juste impossible. Vous êtes évalué à un moment donné. Et donc, je pense qu'on doit vraiment être sérieux, traiter avec sérieux cette affaire, parce que c'est choquant, oui, c'est choquant, en particulier en cette période de crise économique ou énergétique, où les gens ont du mal à joindre les deux bouts, à payer leurs factures énergétiques, etc. Et puis on voit ce qui se passe. Donc, indépendamment de qui est à l'origine de cet arrêté, je pense qu'à un moment donné, il est important que l'on puisse prendre nos responsabilités. Oui, et ce sera sur la table du Parlement, je pense, le 20 janvier. Oui. Vanessa Lullier, un élément qui était donné souvent, c'était de dire... On propose ça pour pouvoir être attractif par rapport à ce que le secteur privé pourrait proposer à ces personnes qui sont également convoitées. Oui, c'est sûr que vous parliez du privé, là on est quand même dans d'autres montants. Quand on gère des des entreprises qui sont avec le même nombre de personnel que ce que ces personnes pouvaient gérer en tant qu'administration, on n'est pas dans les 120 000 euros bruts, on peut être dans les 300 000, ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, on pourrait dire que si on veut attirer des managers qui sont performants, et qui sont fonctionnaires, il faut aussi qu'il y ait une contrepartie. Alors cette contrepartie, déjà, c'est le statut, donc qui fait quand même qu'on est garanti avec un emploi à vie, enfin en tout cas pendant toute la durée de sa carrière, et une retraite aussi qui est différente par la suite. Donc tout ça, ça peut être compensé, et je pense que, comme vous l'avez dit, le système qui peut se faire ailleurs d'un an de compensation salariale comme une prime, en fait, alors je ne peux pas employer le mot de parachute doré, mais enfin voilà, comme une prime, ça pourrait être quelque chose qui attire, en tout cas qui ne dégoûte pas les potentiels candidats performants. Après, ce qui est problématique aussi, là, dans ce cadre-ci, c'est qu'on a quand même créé 2 postes où, franchement, il faut comprendre l'intitulé du poste. Enfin, il y en a un qu'on comprend bien. Il y en a un qu'on comprend bien. Réfugiés Ukraine, ça va, sauf qu'il n'y a pas quand même plus beaucoup de réfugiés ukrainiens qui arrivent, en tout cas pas dans les proportions qu'on l'avait imaginé il y a 1 an. Et l'autre, moi j'ai relu 3 fois l'intitulé, une simplification administrative, je pense que c'est la seule chose que j'ai retenue, mais il faut déjà simplifier l'intitulé du poste, je pense. Directrice chef de service au sein de Bruxelles Synergie en charge de la coordination régionale. Voilà. Christophe Zoulgaridis, vous avez été dans un des gouvernements bruxellois. Est-ce que c'est peur, hein Est-ce que c'est difficile comme ça de recruter des personnes à ces fonctions de direction? C'est moins difficile à la région que dans les communes, je peux vous dire. Dans les communes, on a du mal à garder un certain nombre de profils parce que les barèmes ne sont pas les mêmes. Et on a de plus en plus d'attentes de ce que la commune doit faire. Il y a de plus en plus de défis. Et les marchés publics, tout ce qu'on doit gérer en termes de gouvernance nécessitent des exigences et des compétences très complexes et des profils particuliers. On a un turnover qui est terrible parce que les gens peuvent gagner plus facilement, mieux leur vie ailleurs, avoir moins de soucis aussi. Et ça, c'est un vrai problème. Et moi, ce qui me décourage pour rester correct avec ce débat, c'est que ça jette l'opprobre sur plein de gens qui font très correctement leur métier, qui gagnent pas si bien leur vie, qui se battent et qui vraiment prennent sur eux pour pouvoir faire le job correctement. Et effectivement, on parle de 2-3 personnes. Alors, c'est vrai que la formulation, elle est aussi un peu vicieuse. Je le dis, Win for Life, parce que d'abord, ces gens continuent à travailler, en fait. C'est comme si vous avez été directrice à un moment donné, et puis vous changez de fonction, et on vous dit, vous gardez votre rémunération de directrice, même si vous ne l'êtes plus. Bon, c'est clair que ça ne devrait pas être le cas. En fait, on a un problème, on a la solution. Pourquoi est-ce qu'on doit nourrir cette politique? Là, on voit qu'on se rapproche des élections, dans un débat, et je vise tout le monde, franchement. Oui, parce que tout le monde est rentré dedans. Non, mais totalement. Je regrette vraiment, et les écolos, et les défis, et tous les autres qui sont
qui nourrissent ce type de politique, parce qu'en fait, c'est ridicule. On a la solution, mettez-la en œuvre directement et travaillons, parce que ça nourrit un débat public qui est déjà pas dans un très bon état par rapport à l'image des fonctionnaires ou de la politique, alors que dans la toute grosse majorité, très sincèrement, c'est pas là qu'il y a des abus. C'est pas là qu'il y a des tricheries ou des gens qui sont en train de rien foutre. Ça a pu exister peut-être à une époque, mais c'est pas le cas. Et en tout cas, je peux vous dire que dans les communes, recruter n'est pas si simple du personnel et le garder pour pouvoir justement acquérir une compétence et suivre tous les dossiers qu'on a, c'est vraiment une belle douleur. Bien, mais on va passer à notre rubrique des têtes d'affiche. Je vais vous proposer à chacun successivement. On va commencer avec vous, Sophie Raoni. Je vais vous donner 4 noms de personnes qui ont fait l'actualité cette semaine et je vous propose d'en choisir une. La première est Diane Govart, qui est la patronne de Ziegler et qui a été nommée manager de l'année. Ensuite, on a Michel Claes, qui dans l'écho de ce week-end réclamait un état des lieux de la criminalité financière. Eva Kelly, emprisonnée à Arun, qui a pu voir sa fille après plusieurs semaines. Et Olivier Van de Castel, qui a arrêté sa grève de la faim et qui a été condamné, on le sait, cette semaine, à 40 ans de prison en Iran et 74 coups de fouet. Qui choisissez-vous ? Très difficile parce qu'on ne peut pas rester insensible au sort de M. Van de Castel. Mais j'aimerais rebondir sur les demandes de M. Claes, du juge d'instruction, parce qu'on a connu un autre drame dans notre pays, à savoir la mort d'une fillette de 11 ans à Anvers, dans le cadre de la guerre de la drogue. Je trouve que c'est insupportable de se dire qu'aujourd'hui, la guerre de la drogue trouve sa place dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos communes. Et l'appel de Michel Claes va justement dans le sens d'une proposition de résolution qu'on a déposée au Parlement et qui vise à instituer un parquet financier qui serait spécialisé dans la lutte contre la criminalité économique et financière et contre la corruption. Pourquoi c'est important ? Parce que justement, ce qui nourrit les narcotrafiquants, qui n'ont plus aucune limite, qui sont prêts vraiment à se lancer dans des fusillades dans nos quartiers, c'est l'appât du gain. Et justement, ce qui les aide, c'est notamment la corruption, le fait de corrompre des policiers, des dockers au port d'Anvers, pas parce que ces policiers sont bourris, mais parce qu'ils ont peur de voir leur famille finalement avoir des problèmes face à ces narcotrafiquants. Et aussi tout ce qui a trait au blanchiment d'argent. C'est ce qui finalement fait vivre ces narcotrafiquants. Et donc je pense que c'est important de pouvoir doter nos services de police et de justice de moyens complémentaires, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi d'avoir un nouvel instrument qui va vraiment aider justement ces services pour pouvoir mettre fin aux horreurs qu'on commet qu'on voit aujourd'hui dans nos quartiers. Toute la chaîne, en fait, tout le processus. Christophe Toulgrévis. Mais je veux rebondir là-dessus parce que en tant que bourgmestre et avec mes autres bourgmestres, enfin les autres bourgmestres de la région, on se voit et on discute de la thématique du trafic de drogue est quelque chose qui nous empoisonne terriblement et qui nous décourage parce que nos moyens d'action sont vraiment dérisoires à côté de la force de frappe de tous ces réseaux. Et je veux essayer d'être positif. C'est la première fois, je pense, dans l'histoire de ce pays où enfin on parle de cette problématique-là à l'échelle nationale, avec enfin une conférence qui a été provoquée par le Premier ministre, avec le ministre de la Justice, avec le ministre de l'Intérieur, la ministre de l'Intérieur, avec les douanes, l'inspection du travail, avec le procureur fédéral qui fait un travail remarquable, et donc le juge Claes et le procureur fédéral, et la sûreté de l'État sont en train de faire un boulot qui est quand même remarquable. Et ce sont des services publics qui font le job. Et heureusement, il y a quand même un suivi politique enfin qui est en train de se mettre en place. Alors je ne dis pas qu'on y arrive, mais si on est en train de pouvoir... On est pour la première fois peut-être en train d'essayer de bousculer un tout petit peu ces réseaux. Et c'est grâce à ce travail qui est fait par les institutions publiques. Et on râle souvent, on dit souvent que les choses ne vont pas, mais là, la même chose pour le Parlement européen et pour la découverte de toutes ces tentatives de déstabilisation par le Qatar ou par d'autres pays. Chapeau, c'est le travail d'institutions publiques qui permet de mettre ça en évidence. Et je trouve qu'on doit aussi de temps en temps dire que ça fonctionne. Ouais, qu'on bouge un peu les lignes brièvement. Stéphanie, que n'entendrait-on pas si cette guerre de la drogue se faisait à Bruxelles, les amis ? Et se fusionner les communes. Là, vous revenez dans l'histoire des institutions. Non, absolument. Mais là, il a raison. Et ça permet en réalité de mieux lire, de ne pas polluer le débat et de mieux lire la question en réalité. Parce que sinon, on aurait
On est en train de se années, disputer sur Il y les a de la zones de zone, police ça et, partout. les lois linguistiques. À Liège, à D'accord. Bruxelles, comme ça, Pendant des années, Mais si on a été l'épicentre stigmatisé en disant Bruxelles. que c'était à Excel, à Molenbeek, à Saint-Gilles, à Bruxelles. Voilà. Et clairement, Si, une c'est fois pas en qu'on Metz. regarde de façon un peu plus macro le problème, on se rend compte que c'est pas là que ça se passe. Hein. On va enchaîner avec vos têtes d'affiche à vous, dans un tout autre registre. On commence avec Wouter van den Noot, président du RSCA, dont les supporters demandent la tête dans une lettre ouverte, certains supporters. Olivier Tonissen, le meurtrier de la jeune Malek retrouvée à Ougré. Maria Arena, qui a démissionné de la présidence de la sous-commission droits de l'homme au Parlement européen, on en parlait. Georges-Louis Boucher, qui dit que si bourgmestre en 2024, c'est possible, il orne vers les deux Woluwe, Schaerbeek et Bruxelles-Ville. Qui choisissez-vous ? C'est pas sympa avec moi. Hein. C'est. Oh là 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 là. Non, il n'y en a aucun qui me tente là. Franchement, Boucher, qu'est-ce que je dise, moi, sur Boucher on ne veut pas réagir sur ce qu'il dit. Donc, peut-être. Non, bon, on a parlé du Parlement européen. Anderlecht, alors il reste Anderlecht. Hein. Sporting Anderlecht, ça, non. Je suis désolé, je ne suis pas bon client là. Vous voulez voir la liste de Sofo Réoni pour choisir dedans? Ouais, je veux Allez, bien. hop. Vous voulez Est-ce qu'on bien, peut la je suis remettre? désolé, mais ça m'inspire. Il y avait plus Vraiment, à il n'y dire. a rien à dire. Allez, Ouais. Yann Govart, Eva Kaili, vous en avez parlé. Mais si, Yann Govart, c'est vrai que c'est... Alors, entreprise familiale, moi j'ai beaucoup de respect là-dessus, c'est vrai. Très longue tradition de travail. Et puis, les femmes à la tête d'entreprise, il y en a de plus en plus. Ça a été un choix. À un moment donné, il y a quand même une stratégie qui a été mise en place. On a critiqué le fait qu'on se dise, oui, mais il faut prendre les meilleurs, et voilà, blablabla, tout le discours sur le fait qu'on ne change rien, finalement. Il y a quand même eu des stratégies qui ont été mises en place, et avec vraiment on a parlé de la sûreté de l'État, là aussi, c'est une femme qui est à la tête de ce service, qui fonctionne bien. Et ce sont des secteurs qui sont là depuis très longtemps, et qui acceptent aussi d'évoluer. Et quand j'écoutais son interview, parce qu'on parle de mobilité, on parle de transport, on parle de transport de marchandises et autres, et c'est quelqu'un qui vit avec son temps et qui prend les décisions d'anticipation de ça va être quoi finalement la mobilité de transport de marchandises dans les années qui viennent. Il faut pas regarder le train passer, mais il faut être justement ceux qui réfléchissent à comment est-ce qu'on construit ces trains ou ces véhicules ou les autres moyens de pouvoir évoluer. Et je dis chapeau. Il y a des Bon critiques dans le secteur de l'entreprise, notamment par rapport au fait qu'on essaie de pousser plus les femmes comme ça sur le devant de la scène, qu'on force un petit peu l'histoire. Oui, mais vous voyez, quand on veut changer les choses, il y a toujours des critiques. C'est quoi que vous fassiez, le meilleur moyen. Alors voilà, bon, il y a mais en même temps, très sincèrement, je ne pense pas que quand on regarde le résultat à la fin, on se dise que des hommes incompétents, on en a eu combien? Des hommes qui étaient problématiques, on en a eu combien? Et donc ici, on va regarder, on va cibler plus particulièrement. Je pense que ce sont les périodes transitoires qui sont compliquées. Et c'est vrai que c'est ingrat quand on est dans cette période où on est en train d'organiser le changement. Mais une fois qu'il est installé, il n'y a plus personne qui regarde ça et qu'on se dit, ben voilà, finalement, c'est normal. Alors, on passe à la rubrique « Ça me ravit, ça m'énerve ». Je vous donne les mêmes 5 propositions. Je vais tirer les leçons de la rubrique précédente. Les mêmes 5 propositions à tous les deux sur des actualités de la semaine. Il faudra chacun en choisir une, chacun une différente. On y va. Le fuse qui ferme suite à un conflit de voisinage parce qu'il fait trop de bruit. Les avions plus bruyants, eux, qui doivent payer plus cher pour venir à Zaventem. Le retour du salon de l'auto, plus petit format, l'accord avec Engie sur le nucléaire, ou bien Bruxelles Propreté qui est devant la justice pour non-assistance à personne en danger et homicide suite au suicide d'un de ses employés victime de harcèlement. Sophie Réoni, c'est à vous. Allez, l'accord avec Engie sur le nucléaire, puisque c'est un accord qui s'est négocié au niveau fédéral, et aussi parce que c'est un enjeu pour notre génération et pour les suivantes. Je pense qu'effectivement, il est important d'aboutir à un accord, même si au niveau de défi, on regrette que finalement, on n'ait pas
été au bout du chemin et peut-être que sans doute on refile la patate chaude au prochain gouvernement avec cette prolongation de 10 ans alors qu'on aurait pu aller vers 20 ans, pas parce qu'on aime le nucléaire, mais parce que je pense que justement ça prend tellement de temps d'investir dans les énergies renouvelables, de remettre à jour des réacteurs, de gérer la question des déchets nucléaires, etc. Et donc finalement, j'ai l'impression qu'on a fait le service minimum sur cette question qui méritait pourtant davantage. Et je pense qu'on aurait justement abouti à un meilleur accord si on avait travaillé sur cette question dès l'institution du gouvernement fédéral. En tout cas, c'est notre lecture. Moi, je me souviens très bien d'Engie qui disait à un moment, il faut nous dire maintenant, hein, c'est maintenant ou ce ne sera pas après. Et finalement, la réponse est venue bien plus tard. Nicolas Dedesquiel. Juste un petit mot, les 20 ans c'est possible, mais c'est de toute façon en 2 étapes, puisque la loi, et y compris imposée par des règles internationaux, oblige à ce qu'il y ait une révision décennale. Donc peut-être que dans 10 ans, si vous êtes ministre de l'énergie fédérale, vous pourrez mais quand on voit à quel envisager point c'est difficile d'obtenir un accord, pourquoi ne pas travailler directement sur ces questions. Christos Zoulkeridis. Je crains qu'on ait la même blague dans 10 ans finalement. Votre collègue de Boisfort, qui fut en son temps au gouvernement fédéral, doit être particulièrement enthousiaste de ces décisions? Je ne sais pas parce que je le connais un peu et on fonctionne de manière assez proche. Il faut s'adapter et il faut réagir au contexte. Je veux dire, le débat public et les données qui pouvaient exister en 2000-2001 quand il a fait adopter sa loi ne sont pas les mêmes que celles qui existent en 2023. Et c'est normal de tenir compte de tous les éléments quand on doit prendre une décision. Moi, vous savez, obtenir des accords, hein, c'est toujours facile de dire il faut obtenir des accords. Mais il faut les négocier et on voit bien que c'est pas simple. Donc, quand il y a un accord, moi, je salue généralement les personnes qui sont derrière la table. Vous avez bien fait de saluer ça parce que on sait très bien que ce sont des enjeux énormes avec des considérations qui sont jamais ni noires ni blanches et pas simples. Et donc, je crois que c'est chapeau. Je dis chapeau aux deux, enfin au Premier ministre et à la ministre de l'Énergie pour avoir obtenu ça. Il fallait le faire et c'est pas maintenant qu'on en parle. On en parle depuis des années en fait, et aussi sous la précédente législature. Et donc, voilà. Moi, moi, je suis... Ah non, pardon, excusez-moi. Vanessa Lully, je vous voyais faire la petite grimace. Oui, non, je me disais juste en fait qu'effectivement, hein, c'est une loi que Olivier Deleuze a passée de sortie nucléaire en 2001. Peut-être qu'on aurait dû s'en occuper avant aussi et préparer cette sortie bien avant. Mais je vais vous dire, ces dernières années, même si les conditions changent. Mais à partir du moment où c'était engagé, évidemment, il faut considérer la sécurité d'approvisionnement, on est bien d'accord. Mais en fait, le débat est beaucoup plus vieux. En 1973-74, il y a la crise pétrolière. À l'époque, on n'est pas encore dans le truc du gaz, mais on était dans une crise analogue. Le Premier ministre de l'époque demande aux universités de travailler sur un plan d'économie d'énergie de tous les bâtiments en Belgique, parce qu'on se rend compte que le prix du pétrole est devenu impayable. L'OPEP, qui rassemble tous les producteurs de pétrole, 1 an après, décide évidemment de rabaisser les prix parce qu'ils n'ont pas envie que le marché s'adapte. Conclusion, la Belgique a décidé d'arrêter les programmes d'investissement pour faire des économies d'énergie dans la construction des bâtiments. Et on se retrouve combien de décennies après avec un état des bâtiments qui nécessite de consommer de manière totalement déraisonnable et d'être dépendant de producteurs énergétiques, que ce soit le nucléaire, que ce soit le gaz ou le pétrole encore, de manière irresponsable. Donc, ça fait des années qu'on doit faire des programmes de diminution des consommations, d'une meilleure construction, des économies d'énergie, de travailler sur des alternatives. Et c'est ça qui n'a pas été fait pendant combien de décennies, en fait. Et on est aussi en train de payer cette addition-là. Oui. Pour conclure sur ce sujet... mot pour Défi, le changement de position de Défi par rapport au nucléaire est postérieur à l'accord de gouvernement de Crau. Ça veut dire que si Défi avait été dans le gouvernement de Crau pour négocier l'accord de gouvernement, il aurait validé le fait qu'on sorte du nucléaire, puisque vous n'avez décidé que finalement vous n'étiez pour la prolongation du nucléaire qu'en décembre 2021 ou 2020, je ne sais plus, donc 2 mois après la constitution du gouvernement de Crau. Donc à l'époque où vous auriez pu négocier le gouvernement de Crau, vous n'auriez pas fait ce que vous reprochez au gouvernement de Crau. Je pense qu'il ne faut pas avoir honte de faire preuve de pragmatisme à un moment donné. D'accord, je ne dis pas que le changement d'avis est tout à fait légitime. Et notamment sous l'impulsion de notre nouveau président François De Smet, qui a permis effectivement de dépoussiérer notre programme qui le méritait. Donc si François De Smet avait participé aux négociations gouvernementales, il n'aurait pas défendu la position qu'aujourd'hui défie. Ok, mais donc vous assumez ce changement de position. Ah oui, mais c'est bien. Tout à fait. Okay.
Alors, c'est à vous, Christos Zoulkeridis. On reprend les 5 propositions. Voilà, j'en ai une. Je suis désolé et merci d'avoir été... Alors, je vais prendre les conflits de voisinage. Le conflit de voisinage. Pas spécialement le fuse, mais aussi... donc le fuse, je résume rapidement. Ouais. Donc le fuse, il y a un voisin qui habite à côté, qui rénove sa maison, et finalement, il obtient que... fait constater qu'on dépasse le niveau de bruit et il obtient que le fuse doit fermer à minuit, ne dépasse pas un certain nombre de décibels. À 2 heures, merci. Parce que minuit, ça vaut vraiment pas la peine. Mais même 2 heures du matin, ça vaut pas la peine d'ouvrir pour le fuse qui dit, puisque c'est comme ça, nous pour l'instant on ferme. Voilà, donc ça moi je connais pas la situation du fuse, je connais par contre les conflits de voisinage, puisque en tant que bourgmestre, vous faites face à ça tout le temps. Et c'est clair que ce qu'on essaie de construire chaque fois, c'est le meilleur équilibre. Alors en fait, la loi, elle va généralement dans le sens de ceux qui vont se plaindre. Et donc, si généralement la loi elle est faite pour que si vous faites vous poursuivez votre voisin parce qu'il fait trop de bruit ou je ne sais pas quoi, enfin parce qu'il y a une difficulté, généralement vous allez pouvoir obtenir gain de cause. Et en même temps, je trouve que ces questions de conflit de voisinage doivent nous rappeler qu'on vit en ville. Et vivre en ville, ça veut dire vivre ensemble, avec des fonctions très différentes. Et je pense que si chacun prend une part de l'effort et qu'il y a un dialogue suffisant, il est souvent possible de régler pas mal de situations. Je ne sais pas si ça peut régler le problème du fuse, mais je le vois dans toute une série d'autres situations, qu'il y a parfois des attitudes qui sont pas assez ouvertes au dialogue et à la capacité de se dire, bon, c'est normal que je vis avec les autres et que donc je dois aussi prendre une part d'effort. Que ce soit les propriétaires d'un bar ou d'un café qui décident qu'ils s'en foutent parce que lui, il veut rentabiliser au maximum ses recettes et les gens qui viennent boire le plus longtemps possible, même s'il y a des règlements qui lui disent qu'il doit arrêter plus tôt, ou le voisin qui ne peut pas accepter qu'une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Alors que s'il y a un dialogue et si on peut essayer de ne pas systématiquement appeler les juges ou la police ou les autorités et qu'on essaie de dialoguer et que tout le monde joue le jeu, sans doute qu'il y a une bonne partie de ces conflits de voisinage qui peuvent être réglés. Le solde, on doit le régler en utilisant la loi et en l'appliquant. Alors, autre sujet que je voudrais qu'on aborde, mais on ne va pas avoir le temps de voir le reportage, c'est un incendie qu'il y a eu dans le squat de la rue de Palais. C'est un vaste bâtiment qui abrite des centaines de personnes, voire 1 millier de personnes qui n'ont pas de papier, qui ont des statuts différents, qui sont sans abri. Il y a eu cet incendie, il y a de la violence dans ce lieu depuis longtemps. Alors là, on a le ping-pong région fédérale là, qu'on connaît bien. La situation est quand même relativement intenable. Sophie Rohoni, là, le fédéral, est-ce qu'il peut prendre les choses en main ? Est-ce qu'il doit le faire par rapport à ça ? C'est ce que j'allais dire, c'est plutôt qu'il le doit, parce que c'est de sa compétence, quoi qu'on puisse en dire la secrétaire d'État, Madame Demoore. Cela fait depuis des semaines que notre bourgmestre de Schaerbeek, donc Madame Cécile Jedogne, appelle à l'aide. Elle fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a. On sait à quel point les zones de police ont été désinvesties pendant des années par le fédéral. Et à un moment donné, effectivement, quand on est face à une telle situation où il y a près de 3000 personnes qui dorment dans nos rues, qui sont des demandeurs d'asile, qui fuient la guerre dans leur pays, qui ont introduit leurs demandes, à un moment donné, c'est l'obligation de l'État fédéral, de faire en sorte que ces personnes soient accueillies dignement et donc hébergées, d'avoir un toit sur leur tête pour pouvoir dormir, en particulier lorsqu'on connaît les températures hivernales que l'on connaît aujourd'hui. Et donc oui, on doit absolument vider ce bâtiment qui est insalubre, qui a au sein duquel il y a des violences, etc., pour pouvoir y loger correctement des personnes, faire en sorte que tous les bâtiments vides que l'on connaît à Bruxelles puissent être mis à profit, que l'on puisse également travailler notamment sur un permis de travail qui puisse être octroyé aux personnes dès le moment où la demande a été déclarée recevable pour que la personne puisse avoir des revenus et par conséquent se loger avec un immeuble qu'elle paierait avec ses propres revenus plutôt qu'en dépendant de faits d'asile. Donc il y a énormément de choses qui sont possibles, qui doivent pouvoir être débloquées et malheureusement on se trouve face à un drame humain qui est juste insupportable. Voilà, je ne vais pas vous faire réagir à ça parce qu'on arrive au bout de l'émission. Je voulais encore poser une question à Christos Zoulkeridis.
Vous êtes à la tête d'un groupe de travail, je pense, au sein de la conférence des bourgmestres concernant la fiscalité communale. Alors on sait que les communes peuvent jouer sur 2 grosses recettes, qui est les additionnels à l'IPP, un peu sur le revenu, et les additionnels au précompte immobilier. Le précompte, il a explosé avec l'indexation, on est à plus de 9% d'augmentation. C'est quoi les pistes? Parce que chaque commune y va un petit peu à sa façon. C'est quoi les pistes sur lesquelles vous travaillez? J'ai combien de temps? Parce que... Vous avez 2 minutes. Non, c'est-à-dire que la région est dans une situation budgétaire difficile, les communes sont dans une situation budgétaire très difficile avec des attentes de plus en plus importantes. Et vous l'avez dit, les 2 curseurs, c'est l'IPP souvent ou le précompte immobilier. Alors sur le précompte. Actuellement, quand on travaille sur le précompte immobilier, il y a un seul précompte immobilier qui est indistinct et qui, finalement, vous pouvez l'augmenter ou le diminuer et il touche plus ou moins de la même façon tous les publics, quel que soit le quartier, quelle que soit leur situation, quel que soit leur... On est parvenu à un peu corriger ça pour les propriétaires occupants, puisque là, on peut leur octroyer en compensation d'une augmentation du précompte immobilier une prime biome qui fait en sorte que on peut exonérer finalement l'augmentation et les gens qui sont des propriétaires occupants n'ont pas cette augmentation et cette augmentation est neutralisée. Mais on devrait aller beaucoup plus loin dans ces calculs. Et c'est possible techniquement de le faire. Et donc, le ministre régional des pouvoirs publics, Bernard Clairfailly, est sur cette piste-là pour essayer de nous aider et de s'aider finalement à pouvoir avoir une fiscalité qui est beaucoup plus ajustée aux situations des quartiers, des personnes qui sont visées, pour qu'on ne doive pas prendre des mesures qui sont finalement... touchent indistinctement de la même façon différents publics, alors que ça ne devrait pas être le cas. Et ça, au sein des 19 bourgmestres bruxellois, il y a un accord ou en tout cas une volonté d'aller en un sens? Il y a une proposition qui est prise très positivement. On travaille aussi sur des synergies entre les communes. On voudrait que pour certains services, on puisse travailler entre communes pour pouvoir offrir un service et faire des économies d'échelle. Il y a un travail qui est fait, donc on réfléchit tous à faire en sorte qu'on puisse améliorer nos services tout en n'augmentant pas de manière déraisonnable la fiscalité. C'est pas évident, mais c'est dans ce sens-là qu'on essaie de travailler et qu'on essaie aussi de travailler sur des pistes plus techniques où on va pouvoir être un peu plus nuancé dans les choix qu'on pourra faire. Voilà, ça c'est un dossier... qui est lancé, sur lequel on reviendra certainement. On pourra redonner la parole à des filles. On n'a plus trop le temps parce qu'on est à la fin de l'émission. Je l'ai fait en citant le ministre. C'était sympa. Merci en tout cas à tous d'être venus sur ce plateau. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi prochain. Et puis je vous annonce aussi que toute la semaine, tous les jours, du lundi au vendredi désormais, nous avons une émission en radio de 7h25 à 9h, une matinale d'infos qui s'appelle Bonjour Bruxelles, présentée par Fabrice Grosfilet. C'est en DAB+. On vous donne rendez-vous pour découvrir ce programme. Belle fin de journée à tous.